il faut comprendre qu'en passant par l'eau, on résout le problème de la biodiversité, du cycle du carbone et en même temps une grande partie de l'énergie. La prise de conscience de la problématique de notre dépendance à la ressource en eau pour les entreprises, bien sûr qu'elle est tout d'abord citoyenne. On doit tous comprendre qu'à un moment donné, il y a des gestes qui vont être plus favorables au fait de limiter nos consommations et donc de moins prélever dans la nappe qui est située à côté de chez nous. Mais c'est surtout et avant tout une question absolument stratégique. C'est-à-dire que toute entreprise aujourd'hui qui existe ne peut exister que parce qu'elle utilise de l'eau. Et donc cette prise de conscience, il va absolument falloir l'avoir à l'heure où le cycle de l'eau nous raconte une nouvelle histoire sur Terre, tout simplement parce que quand vous augmentez les températures, vous augmentez directement et vous accélérez la vitesse du cycle de l'eau. Et donc on va avoir des passages dans des réservoirs beaucoup plus rapides. Et donc qu'est-ce que ça signifie pour une entreprise? On a l'impression que c'est très loin. Eh bien en réalité, ça va vouloir signifier, sur toute la supply chain par exemple, eh bien, plus d'inondations, plus de sécheresse, notamment un coût sur les denrées alimentaires qui va être plus élevé ou un coût sur certains process. Et donc on voit à quel point une entreprise qui avait pérennisé son système uniquement en s'appuyant sur l'intégralité des matériaux qu'elle utilise mais sans se poser la question de comment eux-mêmes sont faits, eh bien en fin de compte n'a regardé qu'un bout de la lorgnette. Alors, on voit très bien, et c'est assez marqué dans les DOM-TOM, à quel point tous les territoires d'outre-mer ou insulaires qui sont dépendants d'une ressource en eau qui est très fragile, dépendants aussi de décennies et de décennies de réseaux que l'on n'a absolument pas entretenus, font face à des crises énormes. Et une des solutions qui est mise en œuvre et qui fait ses preuves à La Réunion ou encore en Guadeloupe, c'est de montrer à quel point, en récupérant de l'eau de pluie localement, eh bien, on va pouvoir réussir à mieux faire face. On est dans des territoires où parfois on laisse le robinet tout le temps ouvert, on se lève à 4 h du matin, on vient lorsqu'il y a quelques heures avec de l'eau et puis d'un seul coup plus rien. Sans aller dans ces extrêmes-là, on se rend compte à quel point le fait de travailler à l'échelle locale va agir à différents niveaux. D'abord, effectivement, il faut toujours se rappeler de la sagesse de nos anciens. Et quand on regarde les anciennes constructions, en France ou partout dans le monde, on avait des cuvelages enterrés situés sous nos maisons qui nous permettaient de récupérer l'eau de pluie. Et donc cette eau de pluie, elle va servir à plusieurs usages. Le premier, c'est qu'on est confronté à une explosion d'un risque qui s'appelle le risque de retrait-gonflement des argiles en France, c'est-à-dire qu'on va avoir un sol qui va se rétracter massivement dans le cas d'une sécheresse et à la prochaine pluie, il va gonfler d'un coup et on va avoir des lésions sur le bâtiment, des fissures, voire même parfois une inhabitabilité et on voit très bien que les assureurs ne suivent plus. Eh bien, pour ça, il existe une solution très simple. En récupérant l'eau de pluie, peu importe par quel moyen, que ce soit à travers les conduites, à travers notamment les tuiles ou encore dans des cuvelages enterrés, eh bien, toutes ces solutions vont permettre de réhydrater les sols durant cette phase extrême et vont éviter au sol de subir une trop grande sécheresse et d'atteindre le bâtiment. Ce qui est intéressant quand on s'intéresse au prisme de l'eau, c'est qu'il peut répondre à un certain nombre de problématiques à la fois. Premièrement, il va répondre au fait que si vous voulez capter du carbone dans l'atmosphère et être un puits de carbone, et donc finalement maîtriser ce cycle du carbone, eh bien, il faut comprendre qu'il est totalement inhérent au cycle de l'eau et donc il vous faudra des quantités d'eau dans le sol pour réussir à capter le carbone. Avec un sol sec, il n'y a plus de puits de carbone. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, eh bien, clairement, la plupart des formes énergétiques, à part l'éolien et le solaire, s'appuient tous sur des quantités d'eau extrêmement importantes. Donc la question énergétique est avant tout une question aquatique, j'ai envie de dire, en tous les cas, une question qui se pose dans ces milieux qu'il va falloir préserver. Vous voulez faire du nucléaire, vous pouvez expliquer au monde entier que c'est la solution la plus décarbonée. Si vous faites du nucléaire en bordure de cours d'eau et qu'il n'y a plus assez d'eau dans cette rivière, vous ne ferez jamais de nucléaire. C'est ce qui s'est passé en France. On a fermé des centrales, soit parce que l'eau était trop chaude et on ne pouvait plus se permettre de rejeter de l'eau encore plus chaude
pour le milieu, soit tout simplement parce qu'il n'y avait plus assez d'eau. Donc cette question de la pérennisation, elle est essentielle. On l'a vu pour nos barrages. On a eu des logiques mondiales à construire des barrages un peu comme des verrues sur tous nos territoires en pensant maîtriser l'eau. Eh bien, la plupart des barrages dans le monde se vident. Et donc, on le voit très bien en Chine à quel point ce n'est plus une solution pérenne et résiliente. Donc, il faut comprendre qu'en passant par l'eau, on résout le problème de la biodiversité, du cycle du carbone et en même temps une grande partie de l'énergie. Et surtout, on restaure cette capacité d'avoir de l'eau sur nos territoires pour le milieu qui en a le plus besoin, c'est-à-dire le vivant, la nature. Et il faut comprendre que nous faisons partie de ce vivant et cette nature et qu'elle n'est pas à notre service, nous sommes intégrés à elle. Ça, c'est sans doute le plus grand paradigme sur lequel il faudra qu'on travaille.